François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft. On arrive presque à la moitié du parcours et peut-être que ce serait ça notre tâche là, c'est de commencer à mieux cerner les inflexions, les fracturations souterraines. On en a déjà parlé dans la précédente vidéo et déjà se donner en perspective ce qui va se passer au terme de notre propre parcours, alors que Lovecraft s'en ira marcher seul, lui, vers ses grandes fictions, et s'en reviendra arpenter sa ville de Providence. Alors, aujourd'hui, on a 2 jours devant nous. Bon, tout de suite, ordi. La semaine a commencé dimanche 21, on est maintenant à la fin, on est au samedi 27, vendredi pour nous le 27, samedi pour eux, toujours une journée de décalage. Ça n'a pas été si facile de s'extirper de cette semaine, justement pour tellement de silence et surtout l'absence des lettres, les lettres à la tante Lillian, qui dépliait tout ça en journal, mais journal que Lovecraft ne considère comme tel que lorsqu'il l'a déployé pour l'expédier, une fois à Lillian, une fois à Annie. Lillian et Annie qui s'échangent presque religieusement les courriers du neveu, le seul rejeton de la grande des vieilles familles, sauf que les lettres à Lillian, on a pu en garder une 50aine pour cette année 1925. Pour les lettres à Annie, on n'en a que 2 ou 3 qui ont survécu, et probablement que les lettres, les 10 ou 12 lettres à Lillian qui nous manquent, c'est qu'elle en avait confié la garde à Annie Gamwell. C'est comme ça, et très très peu probable maintenant que qu'on puisse avoir des découvertes. Bon, il y en a régulièrement, mais pas dans ce centre-là névralgique de la correspondance familiale, qui n'est pas un statut de correspondance, mais qui explique ce petit calepin 1925 par le fait qu'il sert de base à un journal où Lovecraft se travaille lui-même en profondeur dans la contingence des jours. Alors cette semaine, le grand événement, ça a été que lundi soir, Sonia a pris le train de nuit pour Cleveland, donc toute une nuit en train. Mardi, elle a passé toute sa journée, probablement avec son nouvel employeur, très probablement aussi prendre des repères pour se loger quand elle va se rendre là-bas pour son travail, sachant que justement, de toute façon, l'époux ne l'accompagnera pas plus qu'il ne souhaitait l'accompagner quand c'était une proposition à Chicago, pas plus qu'il ne l'a accompagné quand elle est partie à Cincinnati. Il aime pas l'Amérique au toit plat, il faut l'Amérique coloniale, c'est seulement la côte Est, même si ça c'est la côte Est de bas en haut, mais souvenez-vous que justement, début de l'année prochaine, une fois revenue à Providence, Sonia souhaitera sauver les meubles. Elle poussera son époux en lui disant qu'elle peut trouver un travail, soit à Providence, elle peut aller n'importe où, puisque partout il y a dans ces grandes chaînes de magasins, de nouveautés, de robes, de chapeaux, puisque c'est sa spécialité, elle peut s'embaucher. En plus, elle a un réseau énorme, puisqu'elle a toujours servi d'intermédiaire à tous ces fabricants de mode, et ça peut être soit travailler à Providence, soit même travailler à Boston, qui est à 1 heure de train. Et là, c'est les 2 tantes. Alors, est-ce que c'est les 2 tantes qui mettent un barrage en disant jamais dans la famille des Phillips Lovecraft, la famille Phillips, puisque Lovecraft, c'est seulement le côté de Howard et son père défunt, jamais une épouse n'a été salariée. Et je dis barrage de façon dubitative, parce que est-ce que ce cher Howard aurait pu dire aux tantes, bon, vous la fermez, et c'est moi qui décide. Et non, il ne le dira pas. Et c'est tout ça aussi que cette fraction noire à démêler, quelque chose de noir à démêler qui n'a pas d'incidence directe,
sur les fictions, puisque est-ce qu'il y a des histoires amoureuses dans la fiction de Lovecraft? Non. C'est bien ça aussi qui est en partie des éléments les plus troublants. Pas tant que ça, justement. Mais en tout cas, dans ce fond noir de la fracturation, on a à considérer aussi cet élément. Sonia revient donc après une deuxième nuit là dans un train dont je suis même pas sûr que ce soit un train couchette, c'est plutôt des sièges tout simplement, 2 nuits complètes avec plus de 10 heures de secousses, de fumée, de promiscuité. Et à peine rentrée que le soir même, ça tombe bien, elle a besoin de se reposer. Il la laisse revenir à Clinton Street à Brooklyn, tandis que lui s'héberge à la bibliothèque, la Public Library de la 5e avenue, pour lire quoi? Et ça fait partie de la fracturation. Depuis une semaine, il est dans ce qu'il appelle les Rhode Island Books, et les livres qu'il possède lui-même sur l'histoire et l'architecture du Rhode Island, de la ville de Providence, mais aussi ce livre de Gertrude Selwyn Kimball, ces annales de Providence, qui lui sont inaccessibles et qu'il va lire en bibliothèque. Après quoi, c'est la réunion avec les boys, ce qui conforte aussi ce que je disais précédemment. Et puis là, bien, il a bien fallu traverser encore un petit désert, parce qu'on a toujours cette chose qui interroge quand même, c'est quand Sonia est là, d'accord, on lit, est-ce qu'on écrit? Et quelque chose qui, pour lui, c'est comme si on avait une sorte de rétraction dans le temps, dans l'activité, et qui se marque aussi typographiquement par l'écart entre les mots, les blancs entre les lignes. Et tout ça fait partie là de cette double injonction. D'une part, ne pas émettre d'hypothèses qu'on ne puisse valider, en plus parce que ce sont des hypothèses qu'on émettrait avec notre conception personnelle et un siècle après, puisqu'on est à 100 ans pile au jour le jour de la famille, du couple et de l'inconnu qu'est l'imaginaire de Lovecraft. Voilà quelqu'un qui travaille d'abord sur la peur. Alors 25, on a vu donc Rhode Island Book, on reste à la maison, et là on a eu pour nous sauver, et c'est très bizarre parce que là c'était la nuit dernière, à Paris c'est aujourd'hui qu'on voit passer un grand front orageux, violent, avec parfois de la grêle en altitude, peu importe, mais vous voyez que il y a 100 ans exactement, cet orage très violent qui s'est abattu sur New York. Et qu'est-ce qui m'a intéressé en reprenant l'article de New York Times, c'est quelque chose qui a fortement frappé les esprits sur le musée d'histoire naturelle, donc un endroit que connaît bien Lovecraft, qu'il y est allé avec Sonia, il y a emmené sa tante Lillian quand elle est venue visiter New York, il y est retourné avec Belknap Long et George Kirk, sur le haut, sur le fronton là du musée d'histoire naturelle, on a des grosses boules de granit, une grosse boule de granit, ça me fait penser même, tiens, au musée des Beaux-Arts de Nantes, on a ça aussi, cette symbolique de la sphère. Tu prends un rocher qui évoque là la possibilité de le tailler en sphère, et tailler une sphère dans du granit. Mais vous imaginez le travail, c'est à la main, au marteau, un éclair a foudroyé ce bloc de granit taillé en sphère et qui pèse 5 tonnes, et l'a volatilisé en morceaux qui font à peine quelques dizaines de grammes, quelques centaines de grammes ou quelques kilos. Il n'y a pas eu de victimes, mais le foudroiement de cette sphère semble avoir énormément frappé les New-Yorkais. Et vous voyez que dans l'agenda, dans le petit carnet de Lovecraft, lui aussi, ce rainstorm là, et moi quand j'ai inséré dans le PDF ce récit de l'orage dans le New York Times, avec les débordements, les inondations, les bus qui se font prendre là par 2 mètres d'eau. On a un récit, là, cet archétype du récit de la catastrophe urbaine qui est présent
dans l'œuvre de Lovecraft de façon récurrente. Qu'elle soit catastrophe urbaine dans des lieux peuplés, comme les inondations à Boston qui servent de départ à chuchotement dans la nuit, ou bien dans ces constructions souterraines étranges qui peuvent être en plein désert, comme celle qu'il y a là, comme échappée à cette ruine et à cette destruction dans cette ville-là construite à des centaines de mètres sous terre et qui continue de s'enfoncer dans l'abîme du temps. Et ces archétypes de l'imaginaire, ils sont encore en partie les nôtres. Alors, on en était là. Hier, j'ai laissé glisser la vidéo parce qu'il y avait le retour à Right. Il y avait Been Dinner, ce qui, là encore, est-ce qu'on l'interprète d'après, c'est-à-dire que Sonia, oui, on a passé la matinée ensemble, up noon, ça veut dire qu'elle a récupéré. Elle avait le droit, non? Et elle est repartie. Si elle revient, SH return, c'est qu'elle est repartie à Manhattan, probablement, là encore, toujours ses rendez-vous avec ses employeurs. C'est pas tendre, les employeurs, en 1925. Il fallait bien qu'elle rende compte de sa prise de contact avec Cleveland. Et pour monsieur, c'est comme si, qu'elle soit là ou pas là, c'est pas la question que, est-ce que pour lui, elle est là ou pas là? Ça, c'est pas ça. C'est dans la trace écrite de la journée, qu'elle soit là ou pas là, n'a pas d'incidence dans, j'allais dire, la surface langagière. Up noon, right. Been dinner. Or, ouvrir une boîte de haricots et la faire chauffer sur le réchaud à alcool, c'est Lovecraft seul. C'est pas Lovecraft avec Sonia. Donc, elle n'est pas là. C'est comme s'il se vengeait, c'est-à-dire que pour écrire, il reprend son habitude culinaire de faire chauffer une demi-boîte de haricots sur son réchaud à alcool. Sinon, dinner, le mot est là très très souvent. Tuesday, dinner. Mais pourquoi précisément? Hier, il nous précise que ce sont des haricots en boîte. Ah là là, on peut s'en poser des questions littéraires avec des haricots en boîte. Non mais vous croyez que Marcel Proust, il aurait mangé des haricots en boîte une fois dans sa vie? Et Sonia revient, on insiste bien, continue to write. Sonia revient, moi je continue. Là, ça c'était la journée d'hier, et dans mon PDF, j'étais parti, justement, parce qu'il y a si tellement peu d'éléments, j'avais même plus un bel orage à me mettre là sous le coude. Voilà, donc le fac-similé du carnet qui est en dépôt à la John Hay Library, Library à Providence, donc la bibliothèque universitaire de la Brown University, mais c'est le bâtiment où sont conservés une richesse incroyable de manuscrits. Et dans ces archives numériques mises en ligne, c'est assez récent qu'on ait ce carnet mis en ligne. On est loin d'avoir toutes les archives que moi j'ai pu consulter. Il n'y a pas, par exemple, le Commonplace Book, les trois tapuscrits du Commonplace Book, enfin le manuscrit plus le premier tapuscrit corrigé plus l'édition Barlow, ça n'a pas été numérisé. Bon, on est sur un boulot qui est en train de se faire. C'est ça aussi qui est passionnant. Si on prend Howard Phillips Lovecraft, la suite des archives, on a un site qui est très très bien fait. Et je me suis, ça marche avec des mots-clés, c'est assez classique. Je me suis demandé quel était le plus ancien document numérisé de la Brown concernant leur collection Lovecraft. Alors, quand on cherche, on peut chercher l'auteur, Shaw Ma, donc l'auteur, ça peut être Barlow, où est-ce qu'il est? Tiens, Baudelaire. Barlow, il est là, on a 75 documents écrits par Barlow, on a 33 citations de Baudelaire, et on peut évidemment installer qui est le destinataire, donc Lovecraft sera Howard Phillips Lovecraft sera ici. On a 800 documents numérisés sur le site de la Brown. Vous voyez que c'est pas rien du tout, et on peut chercher par année. Je m'étais dit, mais quel est ce document le plus ancien?
c'est 1894, et 1894, c'est une lettre de son grand-père, le grand-père Whipple Van Buren Phillips. Et c'est ce grand-père, vous savez, qui avait fait deux opérations, une fabuleuse opération immobilière, construire un barrage et installer une ville nouvelle. Et évidemment, t'as acheté les terrains pour rien, tu fais fortune, il y a cette grande maison. Simplement, le barrage, vous savez l'histoire, il a craqué. Et ça s'est retourné plus que lourdement. Le grand-père Whipple, il s'est plus ou moins reclus ensuite, terminé, la vie active. Et cette grande maison, Angel Street, elle est revendue par Lillian, par la mère de Lovecraft et par Annie Gamwell, les deux veuves, les trois sœurs veuves, après la mort du grand-père. Et le jeune gamin, Howard, ne s'en remettra jamais. Vous savez que c'est par son grand-père. Le grand-père lui lit les 1001 nuits. L'enfant assis sur ses genoux. Et ça, c'est pareil pour Flaubert. C'est-à-dire, c'est la part de littérature qui te vient avant même de savoir lire. Ça, oui, c'est des éléments totalement constitutifs dans la genèse d'un écrivain. Alors, 1894, l'enfant a 4 ans. Et lui écrit quoi, le grand-père Bailey? On voyage dans le Nebraska, à Omaha, dans le Nebraska. Et tout simplement, en écrivant uniquement sur les rectos, avec une grande et belle écriture, Shorty is a dog. Et lui raconte qu'il est hébergé là, dans une ferme où il y a un chien qui s'appelle Shorty et va lui raconter longuement les histoires de ce petit chien qui s'appelle Shorty parce qu'il a des toutes petites pattes et il y a là une grosse troupe de cochons avec des tout petits cochons, des grands cochons et une maman cochon géante. Oh, n'y cherchez pas de psychanalyse, c'est pas le genre de la maison. Et oui, tu écris une lettre à ton petit-fils de 4 ans. Tu écris bien une enveloppe sur laquelle tu mettras Master Howard Phillips Lovecraft 194 Angel Street. Et est-ce que c'est la mère probablement de Lovecraft qui dit « Ouais, regarde, ton papy t'a écrit » et va lui lire à voix haute les histoires du petit chien et des 50 cochons. Voilà ce que j'ai pris hier dans mon PDF. Le PDF d'aujourd'hui, on va revenir à notre semaine de juin 1925. Là voilà, c'est que ce soir donc paraîtra à minuit le New York Times avec tous les suppléments et donc voilà, c'est ici samedi 27. Donc demain 28, nous on aura dès samedi à découvrir aussi ce qui est pour Lovecraft et ses amis une référence, c'est-à-dire cet énorme journal de plus de 200 pages. Aujourd'hui, samedi 27, on se lève de bonne heure, écrit, et il met écrit, wrote, a écrit. Ce qui est bizarre, il y a le write, on est au présent, mais là, non. Pourquoi il est obligé d'arrêter? Parce qu'il reçoit, et ça me semble très peu d'ailleurs, c'est qu'il a travaillé plusieurs semaines, les dernières semaines, sur ce numéro du United Amateur, l'association des United Amateurs cette année. Sonia en est présidente. En fait, elle ne peut pas assurer le rôle, elle a ses problèmes de santé. Lui, Howard, en est le rédacteur en chef, le responsable éditorial. C'est lui qui a tout préparé, c'est-à-dire l'assemblée générale de juillet où il y aura le bilan financier, les comptes rendus, les bilans du bureau et puis la réélection, enfin l'élection d'un nouveau bureau puisque chaque fois les charges sont tournantes, mais là, il assume le rôle jusqu'au bout, y compris l'éditorial que va signer Sonia et que lui-même en fait a rédigé. Tout ça, on l'a vu. Et la commande d'articles, c'est que lui-même donc a un gros article de critique dans ce numéro. Et il fallait le préparer. Et c'est juste ici.
c'était début de la semaine dernière, je crois que c'était mardi dernier, qu'il envoie donc à l'imprimerie tout l'ensemble de la masse dactylographiée, avec probablement un chemin de fer dessiné pour que le numéro du United Amateurs de septembre puisse être composé. Et dans quel ordre, comment ça marche les épreuves? Est-ce que c'est déjà composé? Est-ce que c'est juste là les transcriptions qu'on lui renvoie? Mais il reçoit les épreuves là. Ce qui est surprenant, c'est que à 11h du soir, alors ça on l'a vu plusieurs fois, le jour du cambriolage par exemple, vous savez qu'il se lève à 1h30 du matin. Pourquoi il se lève à 1h30 du matin? Pour aller poster sa lettre à sa tante Liliane. On dirait, mais attends le matin. Non, parce que la poste, c'était aussi ça à Paris, c'est 4 levées par jour, c'est 4 distributions de courrier par jour. Évidemment, la poste a un rôle qui n'a rien à voir avec notre époque là maintenant, où les questions des WhatsApp et tout ça font que le courrier postal peut s'installer dans certaines lenteurs. Non, le courrier postal a cette réactivité instantanée qu'on demande maintenant aux outils qui ont été développés pour ça et qui sont des champs de conflits politiques énormes, indépendamment même des questions économiques. Vous me donnez vos emails les plus personnels à gmail.com. Bon, on n'entre pas là, c'est pas notre propos, mais le jour du cambriolage, à 1h30 du matin, ouais, il a découvert le cambriolage parce qu'il était venu chercher un pantalon, parce que dans la chambre, monsieur est juste avec un brave peignoir et des pantoufles, pour aller mettre sa lettre à Liliane à la boîte. Et là, ce soir, c'est à 11h du soir qu'il ira à la poste, donc la poste probablement ouverte, sinon toute la nuit, jusqu'à 2h ou 3h du matin, parce qu'il renvoie à l'imprimeur les coquilles ou les compléments qu'il a relevés sur les épreuves de United Amateurs. Et la semaine dernière, quand Sonia était revenue de Saratoga, de façon impromptue, toujours liée à ces histoires d'emploi, ils ont fait plusieurs balades, je n'y reviens pas, à Elizabeth via Staten Island, et ils étaient allés, Lovecraft avait voulu l'emmener dans un endroit qu'il avait visité avec George Kirk, mais que lui ne connaissait pas comme ça. C'est-à-dire que dans le nord de Manhattan, il y a un quartier qui s'appelle Yonkers, il y a réservoir, cet énorme tunnel là, qui amène toute l'eau à la ville. Il y a ce cloisters, là, cette espèce d'abbaye gothique reconstituée à partir de pièces venues prises en Europe par ce collectionneur Barnard, et que Rockefeller, la famille Rockefeller, vient d'offrir au Met, le grand Metropolitan Museum. Et c'est tout récemment ouvert au public. Et la semaine dernière avec Sonia aussi, parce que on sent bien qu'il y a encore cette tentation de s'installer à New York dans un autre endroit que Brooklyn, que cette promiscuité, cette force de la ville présente à Brooklyn. Et ça, c'est Elizabeth, et ça, c'est Yonkers, ou pourquoi pas Inwood. Et que à Inwood, il découvre ces collines escarpées côté Hudson, avec encore des fermes, des petits chemins, des ravins, un tunnel. Et Sonia et Lovecraft, tous les deux, rejoignent Belknap directement à Inwood. Oui, parce que eux, ils vont y aller en métro, et lui, il va les rejoindre via on a appris à connaître aussi cette grande avenue qui s'appelle Riverside, où il y a une statue de Jeanne d'Arc en hommage à la guerre 14-18 et au soutien américain à leur participation. Ah, oui, les temps changent. Et avec Frank Belknap Long, Sonny, celui qu'il appelle fiston, on explore, le mot explore, et ici, on explore des ravins sauvages, et on va sur le sommet des falaises, on emprunte un chemin rustique, et ça, c'est Sonia et Howard qui invitent Belknap Long à découvrir ce qu'on découvert seulement partiellement la semaine dernière. On prendra un bus pour aller justement dans ce Barnard Cloister, et puis quand on reviendra, on revient il y a longtemps,
Ça aussi, ça fait partie de cette fracturation obscure. Il y a eu des périodes où on allait très souvent dans un petit restaurant de la 42e rue qui s'appelait le Milan. On allait très souvent sur le côté de Flatbush à Brooklyn dans un petit restaurant italien qui s'appelle le Taormina. On a aussi un tout petit restaurant qui s'appelle le John's, là tout près de Clinton Street. Eh bien, pour une fois, peut-être la première fois depuis que Sonia est rentrée de Saratoga, les voilà tous les deux à la Scottish Bakery. On mange ensemble. Voilà pour le journal. Pour le New York Times, bien sûr, on va aller y faire un tour. Là, hier, on avait un article pour deux enfants de 8 et 10 ans, ou 8 et 11 ans, qui avaient vécu aux Bermudes, qui étaient à New York depuis 6 ans et qui couvaient la lèpre. Alors, évidemment, dans une école, tu découvres que 2 enfants ont la lèpre. Comment tu traites socialement le problème? Comment tu traites les risques de contagion? On avait vu ça. Et aujourd'hui, on découvre, là, et ça fait partie là aussi de cette métropole où tout est condensé, serré. Il y a les rats, il y a les souris, et puis toute la violence des inondations, et puis il y a tous ces accidents et tout ça. On découvre qu'il y a on doit répondre aux accusations de laisser se développer à New York la typhoïde. Ça, c'est cet article-là sur la question d'un éventuel développement de la fièvre typhoïde à New York. Ça, c'est l'article que j'ai recopié, vous le trouverez dans le PDF, on va regarder. Un autre article que j'ai trouvé ici, et ça, tout ce qui concerne la question du livre et de la sociologie du livre, j'aime pas ce mot, évidemment, pour moi, c'est un de mes marqueurs. Alors, Ray Plant says books as obscene. Une équipe de policiers a fondu et perquisitionné sur et dans une imprimerie et on découvre 298 volumes alors que 1000 devaient être imprimés. C'était en cours d'impression parce que ces livres sont obscènes. Et qu'est-ce qui définit un livre obscène? Par exemple, ce Frank Harris, l'auteur, c'est quelqu'un qui est le biographe d'Oscar Wilde. On lui a censuré la semaine précédente un article dans un magazine où il s'agissait d'une femme qui explique pourquoi je m'habille avec des vêtements d'homme. Donc la question de l'homosexualité est immédiatement là, derrière la censure en acte, et les policiers se retrouvent donc avec ce tirage, un livre donc qualifié d'obscène. C'est quoi? Ça s'appelle My Life. C'est-à-dire c'est tout simplement l'autobiographie de ce Frank Harris. Frank Harris, c'est quoi dans son autobiographie? Par exemple, son ami Oscar Wilde. Frank Harris est le premier biographe d'Oscar Wilde. Donc tout d'un coup, là encore, tu vois, hop là, quelque chose de... Tu vois, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et tu découvres tout un ensemble là beaucoup plus tremblant, beaucoup plus obscur. Et ce livre, My Life, de Frank Harris, avait déjà été publié à Paris. Mais à Paris, un livre anglais, il n'y a pas de problème. Et là, leur argument de défense sera de dire non, on a imprimé 1000 exemplaires, mais ce n'est pas pour la distribution commerciale. Et pour cause, ce sera juste pour être distribué à nos amis. Mais quand même 1000 exemplaires. Alors, on verra s'il y a d'autres articles qui viennent nous parler de ça. Voici le tout petit entrefilet où on réclame « Give data on typhoid ». Donnez-nous les informations sur qui, comment, quoi, l'étendue d'une éventuelle diffusion de typhoïde. Un autre article là, je l'ai pris, mais c'est parce que, ouais, merci, touché. Vous savez que dans notre petite équipe, on est un peu plus de 130 là qui recevaient ce PDF. Et le travail, se prolongera évidemment parce que là, on avance au jour le jour. C'est tellement de choses.
On a pas mal de Québécois, et je les salue. On a pas mal de Belges, je les salue. Et puis on a même d'autres, on en a un qui vit à Shanghai, en Chine et tout ça. Bon, mais là, je ne connaissais pas cette affaire. Vous savez, évidemment, le fleuve, l'eau, comme disent les Québécois. Non, tu dis pas... Eux vont dire à Saint-Laurent, tiens, the placid surface of the majestic St. Lawrence. Un paquebot arrive. Les paquebots, évidemment, c'est un transit énorme avec le passage des rapides à Montréal, à Québec, cette espèce de détroit comme ça avant de contourner l'île d'Orléans. Et là, le remorqueur qui vient chercher le paquebot, traditionnellement, c'est le pilote ensuite qui monte et qui prend les commandes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce capitaine? Les gars sont prêts à attraper la grande haussière que ceux du paquebot leur envoient. Et là, est-ce que le fleuve a trop de courant, en tout cas, fausse manœuvre, le bateau, le remorqueur se trouve par le travers, sous les traves du paquebot, il y a 9 marins dessus, et avec cette chose-là qui est... Donc il y a ce mot « tug », là, le remorqueur, il n'y a pas de survivants, et il y a des gens sur la rive. Les gens, moi, j'ai habité 1 an à Québec. Évidemment, tu fais ça, tu regardes, c'est beau, ces manœuvres. Et tu assistes, là, tout d'un coup, au crash. Donc, c'est public. Il y a aussi les gens sur le paquebot qui, ça y est, c'est l'arrivée, enfin. Une partie du drame, c'est le fait que quand le paquebot écrase le remorqueur, c'est des bateaux avec une énorme fumée noire. Donc, s'ils marchent au charbon, et donc des chaudières. Et la chaudière, elle est à 1200 degrés. Et quand ça touche l'eau, ça explose. C'est-à-dire que les 9 marins, probablement, sont morts de l'explosion de la chaudière, et non pas de noyade. Qu'est-ce que ça change? Rien. Mais tout d'un coup, là, c'est cette grâce que je trouve au New York Times, le mot, je l'assume, d'être capable de se saisir là de notre humanité en partage. Là, c'est 9 marins. Alors, ils sont pas américains, ils sont québécois, donc on donnera pas leur nom, mais c'est presque The crew of 9 was drowned. C'est presque non pas un poème, mais on trouverait ça chez Keats, presque. Comment tu rends hommage à des morts en relatant un fait divers de cette sorte? Oui, parce que tu passes l'humain au premier plan. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bon, on va regarder le PDF. Ouais, des parachutistes là qui sautent d'un dirigeable. Ça se passe mal, mais heureusement, il y a ces escaliers, vous savez, ces espèces d'escaliers en ferraille qui courent sur les façades pour en cas d'incendie. Le parachute va se prendre là-dedans. Le gars pourra, hop là, il aura la vie sauve grâce à ces escaliers. Donc sinon, il se serait craché. Le drame là du Québec, je l'ai traduit. Et plus rien n'a troublé la surface paisible du majestueux Saint-Laurent. Mais ouais, c'est pas moi, c'est eux. Un brave homme, un monsieur James Reed. Il trouvait que ses enfants n'avaient pas été gentils avec lui. Moi, si je menaçais les miens de choses pareilles, il me dirait, tu sais, pour ce que t'as, ça vaut pas le coup. Ouais, mais lui, il y avait quelque chose. Donc, à ses 6 enfants, il leur dit, vu votre comportement avec moi pendant ma vie, je prescrit que vous devrez attendre d'avoir 50 ans pour vous partager l'héritage. Voilà ces petites choses. Et je parlais tout à l'heure de bifurcation. J'ai ressorti le livre, évidemment, là, vous le reconnaissez, c'est le livre de Frank Belknap Long, le livre que Belknap Long dédie A Dreamer on the Night Side, le rêveur sur le bord de la nuit, le livre que Belknap Long consacre à Lovecraft longtemps après le décès de son ami. Plusieurs fois, on en a lu déjà des passages. Et le passage que j'ai pris, je voulais le mettre aujourd'hui. Non pas parce que je savais pas quoi mettre. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on trouve des choses.
même trop. C'est le plus étonnant du projet. C'est voilà, le fait que Howard savait que son mariage était de plus en plus menacé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais voir s'il en parlait, Howard, Sonia et Belknap Long sont allés se balader à Inwood. Et pourtant, la relation entre Sonia et Lovecraft, tout nous incite à penser que c'est pas simple, mais nous, on n'a pas le droit d'en parler. Alors, je cherchais quelque chose là-dessus, et je suis tombé sur ça. Mais qu'il pouvait encore sauver ce mariage s'il parvenait à obtenir une plus grande sécurité financière, une possibilité qui lui semblait de plus en plus lointaine, et pour cause. Le tourmentait intérieurement pendant ces derniers mois à New York. Chaque fois que je le voyais, j'étais choqué par son changement d'apparence. Et là, je dis, je mets ça maintenant, ou on attend la conclusion tout à l'heure, quand on arrivera au bout, là, en décembre. Non, je me dis que là, on arrive au milieu, on est dans une passe. C'est bien de lancer ces petites images qui seront là notre point d'arrivée. Parce que ce point d'arrivée sera un autre départ pour Lovecraft. C'est là où il va s'en aller écrire son appel de Cthulhu, qu'il a cependant ébauché à New York. Il a des tas de notes dans le Commonplace Book. Beaucoup de choses sont écrites, sont là à New York. J'étais choqué par son changement d'apparence. Il avait perdu beaucoup de poids, avait l'air hagard d'un homme qui accumulait les nuits blanches, hanté par une impasse qu'il était incapable de résoudre. Est-ce que Belknap Long exagère ? Ils vont continuer de se fréquenter beaucoup. Lovecraft reviendra tous les ans à New York aux vacances de Noël pour faire le réveillon chez les Belknap Long. Il partira en vacances avec eux, des tas de fois. Et les Belknap Long partir de New York à Providence, embarquer Lovecraft et partir dans le Cape Cod ou dans le Vermont ou vers Marblehead, ce sera une pratique continue. En 1928, en 1931, Lovecraft reviendra passer chaque fois plusieurs semaines à New York, hébergé soit chez le Belknap Long, soit directement à l'hôtel. On en a parlé et on en reparlera. Donc il n'y a aucune raison de penser que Belknap Long essaye de faire une dramaturgie de ce qui serait un divorce entre Lovecraft et New York. Mais cette fin de séjour, voilà comment il en parle. Bien sûr, ce n'était pas seulement son mariage, c'était le sentiment qu'il ne pouvait plus supporter de vivre à New York. Sa désillusion de la ville était devenue si prononcée, et là il y a une phrase très étrange de Belknap Long, je ne sais pas ce qu'il faut, comment pousser les curseurs là, quand on traduit. Belknap Long, pour Clinton Street, c'est que c'est, je crois, 25 appartements. Kirk vit toujours dans la chambre au-dessus de chez Lovecraft. D'autres chambres, on peut les louer pour une nuit ou pour 2 nuits. C'est pour ça aussi le cambriolage. 2 types là, qui avaient pris une piole juste à côté de celle de Lovecraft. Peut-être même exprès parce qu'ils savaient qu'il y avait les affaires de Loveman là, qui étaient stockées et qui vont fracturer la serrure. Donc il appelle ça sa pension. Qu'il redoutait de retourner à la pension de Clinton Street, craignant que les gens qu'il croisait dans la rue ne constitue une menace pour sa santé mentale. Alors dans Red Hook, les gens qui constituent une menace, c'est les noirs et les jaunes. Comme dans lui, on a aussi les jaunes. Et donc cette dimension n'est pas absente de Belknap Long, et peut-être c'est simplement parce qu'il n'ose pas appeler racisme le racisme. C'est une possibilité, mais en tant que traducteur, est-ce que tu pousses le curseur là? Non, t'as pas le droit, tu restes là. Simplement à cause de ce qui était devenu pour lui. Est-ce que, par exemple, c'est simplement croiser les voisins, croiser cette Madame Burns, la logeuse? On a affaire à elle tous les jours. C'est elle qui vient quand il y a un coup de téléphone, c'est elle qui donne le courrier, c'est elle auprès de qui tu réserves quand tu veux avoir de l'eau chaude pour prendre un bain dans la petite salle de lavabo collectif qu'il y a dans le couloir à chaque étage. Ma mère comprit rapidement que sa santé mentale
pourrait effectivement être en danger si un autre mois s'écoulait sans une perspective de secours. Et écrivit, donc la mère de Belknap Long, mais vous savez que Lovecraft avait présenté au Belknap Long sa tante Lillian quand elle était venue à New York, et qu'il a un rapport, pas filial, mais extrêmement affectif, en tout cas, à la mère de Belknap Long. Ils vont très souvent, le mardi après-midi, au cinéma, ensemble, tous les trois, par exemple. Ma mère comprit rapidement que sa santé mentale pourrait effectivement être en danger. Et il y a toujours sur le fond cette phrase qui est à la fin de son histoire, lui, qui va écrire bientôt. Venir à New York avait été la pire erreur de ma vie. On a vu que cette phrase, elle est fausse depuis 1922. Elle est une phrase de fiction, pas une phrase autobiographique. Mais là, on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la fiction, mais de l'autobiographie. Écrivit une longue lettre à ses tantes, décrivant la situation en détail. Je doute que Sonia ait même eu connaissance de cette lettre. Réflexion de Belknap Long qui n'est pas secondaire. En tout cas, elle n'en a jamais fait mention lorsqu'elle a évoqué cette période. 2 jours plus tard, une lettre de Madame Clark, Lillian, arriva à la pension de Brooklyn avec le courrier du matin, accompagné d'un billet de train et d'un petit chèque pour payer les dettes. Voilà. Et là, comme ça, je dis que si on se donne, là, il y a besoin de courage là, pour franchir cette grosse étape du milieu du voyage. Eh bien, on sait vers quoi on va et qu'on a un travail à faire. À demain.